Bon, du coup, je pense qu'on peut commencer là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à tous d'être présents là dans cette session et de l'intérêt que vous y avez porté. Donc, je commence par vous présenter. C'est Youssef Morchid, enseignant-chercheur à l'École ISEN, Institut supérieur d'électronique et numérique à Brest. Pour mon domaine de recherche sur lequel je travaille actuellement, c'est tout ce qui est vidéo par ordinateur avec les approches de l'intelligence artificielle. Et je suis aussi l'un des formateurs de l'école Microsoft IA Brest Plus. Pour vous donner une idée, sur l'école, donc c'est une école lancée par Microsoft en partenariat avec Simplon et l'ISEN, là où la formation est assurée. Donc, il a été lancé en octobre dernier, destiné aux demandeurs d'emploi. Il accueille aujourd'hui 20 apprenants au profils divers. Et la formation est composée de 30% de femmes et les apprenants sont âgés de 20 à 47 ans. Et de plus, la formation elle est gratuite. Donc, dans cette formation, il y a deux périodes. Il y a une période intensive de 7 mois qui a été suivie en juin d'un contrat d'alternance d'1 an. L'une des particularités de cette école, c'est qu'on a déjà des partenaires qui sont prêts à accueillir les apprenants pour les alternances. Donc là, pour les intervenants de cette session, il y aura Arnaud Willem, délégué à la transition numérique à Brest Métropole, qui va aborder les différents points sur l'obligation réglementaire avec la loi sur le public numérique, visibilité et référencement avec la ligne éditoriale qui est en évolution, et finalement le portail Open Data de Brest Métropole. Et par la suite, il y aura les apprenants de l'école Microsoft IA qui vous présentent deux projets réalisés en première année. Donc, le premier projet sur l'analyse de la qualité de l'air à partir de l'Open Data de Brest Métropole qui va être présenté par Arnaud. Il y aura Baptiste Lebert, c'est un apprenant de l'école Microsoft IA et alternant au bureau de transition numérique de Brest Métropole et de l'agence ADEPA. Et Céline Guillen, apprenant de l'école IA Microsoft Brest et alternante chez Capgemini depuis le 2 juin. Donc, et pour le deuxième projet, sur la détection de langage des signes, c'est Julien Furiga, apprenant de l'école IA et alternant chez Alcatel. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre invité Arnaud pour commencer. Juste une petite remarque pour les questions, ça va être dans le chat pour les spectateurs. Donc, on va les laisser à la fin de la session. Donc, il y a un onglet en bas pour questions-réponses si vous voulez poser une question. D'accord? Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la production et l'exposition d'un patrimoine informationnel sous forme d'open data par Brest Métropole, donc la collectivité qui anime le territoire. Alors, j'ai bien conscience que l'open data, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais pour qu'il y ait de l'intelligence artificielle, il faut des données. Et donc, c'est aussi le rôle de Brest Métropole de mettre à disposition de vous tous ce matériel de base pour vos travaux et les innovations que vous développez. Alors, je rappelle qu'en France, il est obligatoire pour les collectivités de plus de 3500 habitants de publier en format open data, c'est-à-dire avec des formats standards, les standards utilisés couramment par les opérateurs du domaine, et des données issues des bases de données publiques. Alors, ces bases de données publiques, elles sont extrêmement variées. Vous savez que les compétences d'une métropole ou d'une communauté d'agglomération, ça touche aussi bien la fourniture de l'eau, les transports, les espaces verts, la voirie, toutes les infrastructures d'éclairage, les infrastructures de transfert de données à haut débit, tout un ensemble d'activités qui génèrent, chacun de ces métiers génère énormément de données, à la fois descriptives et d'usage, et ces données sont collectées et organisées pour nous par Brest Métropole. Et la loi sur la République numérique, qui a été promulguée en 2016, a rendu cette disposition obligatoire pour Brest Métropole, et ceci était à exécuter à partir de 2018, octobre 2018. Donc, dans ce contexte-là,
nous avions fait le choix, je vais vous montrer ça en partageant mon écran. Nous avions à l'époque fait le choix de présenter l'ensemble de nos données. J'espère que vous voyez bien l'écran que je vous présente, qui est l'écran de notre infrastructure de données géographiques. De présenter nos données sur un portail existant qui s'appelle GeoPay de Brest et qui est toujours en production et que vous pouvez aller investiguer et découvrir. Et vous voyez qu'effectivement, il y a à la fois donc un catalogue descriptif des données, mais également tout un fonds de données extrêmement riche, avec des données 3D, des données issues de relevés topographiques, photos aériennes, données thématiques. C'est là où on va retrouver les données sur la voirie, les espaces verts, l'éclairage, etc. Mais également des données temps réel. Donc, on a essayé en fait de montrer, de mettre à disposition des réutilisateurs un patrimoine en open data. Pour autant, on s'est aperçu rapidement que cette mise à disposition ne suffisait pas pour toucher nos publics, nos cibles, c'est-à-dire vous, notamment pour des problèmes de visibilité. On ne va pas spontanément sur le portail GeoPay de Brest et on va plutôt faire une requête dans un moteur de recherche, Brest, Open Data, etc. Et on avait donc des problèmes aussi de référencement. Et on a saisi une opportunité qui nous a été proposée par le conseil départemental du Finistère, qui, dans une logique d'accompagnement de l'ensemble des communes du territoire, a proposé de louer un domaine spécifique dédié, donc une plateforme Open Data Soft dédiée, et de proposer donc des sous-domaines rattachés à l'ensemble des communes des Finistère, dont Brest et Brest Métropole. Et c'est ainsi qu'on a fait le choix d'accompagner cette proposition du conseil départemental du Finistère. Et on a mis en production, alors attendez, je vais changer mon écran que je souhaite partager, et on a mis en production un nouveau portail Open Data qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà. Donc, que trouve-t-on dans ce portail? Alors, c'est déjà une plateforme standard qui est mise en œuvre par de nombreux territoires. Rennes Métropole, le conseil départemental du Finistère et on l'espère un maximum de communes. Je crois que Saint-Renan maintenant publie des données dans un sous-domaine identique. Donc, une plateforme unique, Open Data Soft, qui est un peu comme une station-service. Il y a le carburant, c'est-à-dire les données, mais aussi des services, c'est-à-dire la possibilité de faire des cartes, d'avoir des documentations d'API, etc. Et alors, ce qu'on peut dire dans ce sujet-là, c'est que voilà, on met à disposition une quantité de données relativement significative. Ça n'est pas bien sûr figé, et je mentirais si je disais que chaque jour on publie un nouveau jeu, mais néanmoins on est dans un processus continu de publication de jeux avec une ligne éditoriale tout à fait spécifique à notre stratégie, à savoir que pour tout ce qui est l'infrastructure de données géographiques, c'est-à-dire le capital existant, on a choisi essentiellement de référencer les données. Celles-ci ne sont pas hébergées ou stockées dans le portail, mais elles sont plutôt hébergées dans le portail géographique que j'ai mentionné précédemment. Et on fonctionne plutôt en flux avec des fiches de métadonnées, on l'espère, le mieux renseignées possible. Donc là, on est sur des philosophies plutôt topographes, géomaticiens, à savoir on est plutôt sur des flux plutôt que sur des stocks. Pour autant, cette ligne éditoriale, parfois, est débattue, y compris par vous, les réutilisateurs, et on entend ça. Et récemment, début juin, on a fait le choix d'héberger une cinquantaine de jeux de données nativement dans la plateforme elle-même, ce qui facilite et simplifie le parcours du réutilisateur. Et on va comme ça cheminer sur cette ligne éditoriale en écoutant les spécialistes des domaines respectifs nous apporter leurs recommandations. En tout état de cause, cette ligne éditoriale, elle n'est pas faite à partir de principes ou de doctrines, elle doit être faite pour vous rendre service. Et ce sera la conclusion de mon intervention, c'est que on attend de votre intérêt pour ce service, que vous puissiez aussi nous dire là où ça ne va pas, là où il y a des manques. Alors, on a commencé
avec justement Baptiste qui va intervenir tout à l'heure à qualifier notre portail. Mais on a fait le choix de le mettre en production et en visibilité très rapidement. Il peut y avoir encore des choses pas tout à fait totalement au point. On attend et on espère de vous, avec plaisir, vos remarques dans le canal contact ici de la plateforme. Derrière ce canal, il y a bien des humains, c'est-à-dire moi et Baptiste que vous allez voir, et on prendra en compte vos remarques ou vos souhaits, vos besoins et vos attentes pour améliorer au fil du temps le service que nous vous proposons. Voilà, j'en ai terminé. Simplement peut-être en expliquant que ce thème de l'open data pour Brest Métropole est une partie d'une grande démarche qu'on a lancée récemment le 3 juin dernier, qu'on a appelée Service public local de la donnée. Et il fallait bien commencer par une première brique qui est l'open data, mais notre cheminement est promis à de longues années de dynamique à travers cette logique de l'investissement du service public local dans les enjeux autour de la data. Voilà, je vous remercie. Je te remercie Arnaud pour cette description du portail Open Data qui peut être mis en place, mis à disposition pour les gens qui veulent faire des liens sur ces données. Donc là, on va voir un des premiers projets sur l'analyse de la qualité de l'air, donc à partir de l'Open Data qui a été présenté tout à l'heure. Donc là, je laisse la parole à Baptiste Lebert et Céline pour présenter ce projet. Donc. Ok, bonjour. Alors, Youssef, par contre, est-ce que j'ai déjà la main pour montrer l'écran? Normalement, c'est oui. Donc là, en bas, il y a un écran partagé. Là, tu peux partager ton écran. D'accord. Oui, c'est bon. Ok, tout le monde voit? Oui. Voilà. Donc, notre travail sur la qualité de l'air, ça a été, je crois qu'il a eu assez tôt, effectivement, dans l'année. Donc, il n'y a pas encore eu énormément de compétences IA dessus, mais c'est déjà plus un projet sur la manipulation d'objets très classiques qu'on va voir, à savoir les tableaux data frame. Donc, pour ce qui est de la qualité, le sujet, c'était l'actualité, puisque ça touchait à la qualité de l'air dans les villes de Bretagne, donc qui peut être quelque chose, effectivement, qui va pouvoir être une problématique publique. Donc, pour commencer, on a effectivement notre introduction sur ce thème et puis ce qui peut avoir d'important et de rapport avec l'analyse de données. La présentation de l'objet lui-même et puis d'où il vient. Donc, je vous ferai une petite démonstration sur le portail Open Data et sur la ressource Airbase qui est de là où le document vient à l'origine. Ensuite, on aura Céline qui vous présentera l'interprétation de la data frame, les travaux qui ont été faits dessus, et pour la visualisation des données en particulier, avec la préparation des données, et puis finalement une cartographie pour illustrer rapidement ce qu'on pouvait obtenir. Donc, la qualité de l'air, c'est un sujet qui est important, effectivement. Donc, plus dans certaines villes que d'autres en Bretagne, on va voir, c'est encore relativement une qualité relativement bonne, mais on a des problématiques qui peuvent se soulever sur quels facteurs peuvent impliquer. Et puis, ce qu'on va voir aussi, c'est surtout le cas des périodes de confinement qu'on a connues l'année précédente. Donc, pour cela, on va observer, mesurer, modéliser, informer et afin de pouvoir prendre des décisions, d'améliorer la qualité de l'air dans les villes. Donc, notre jeu de données nous présente l'ensemble des valeurs d'indice de l'air sur 7 zones en Bretagne. Donc, c'est plutôt dans les plus grandes villes de la région. Donc, c'est sur l'année 2000, sur les 2 dernières années, en fait. La source qui nous intéresse vient de
présente sur son portail, sur son propre portail, les 2 dernières années en disposition. Donc, l'indice de la qualité de l'air, c'est un indicateur journalier prévisionnel qui permet de caractériser de manière simple et globale cette qualité sur une zone géographique déterminée en combinant justement plusieurs facteurs. Donc, on va s'intéresser aussi à quels facteurs sont plus impliqués et sont considérés plus importants par l'analyse. Donc, les données en question viennent à la base du portail de Open Data de Airbreeze. Donc, Airbreeze, qui est une association qui est basée sur Rennes, je crois, et qui présente donc des travaux d'analyse de l'air, donc à partir de capteurs mis dans les agglomérations. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui-ci, indice de la qualité de l'air, qui est disponible en différents formats, CSV, JSON, qui va ensuite créer une URL qu'on peut exploiter. Donc, pour vous donner une idée, il se présente comme ça, on peut l'ouvrir avec Excel. Donc, ce sont 7 zones. Donc, pour chaque date, on a 7 valeurs qui se répètent après pour chaque date. Avec différents codes sur les zones qui sont des zones EPCI. La valeur principale, ça va être ici la qualification qui va de bon, très bon à moyen et qui est exprimée aussi sur un chiffre. Plus il est bas, mieux c'est. Et les valeurs qui le constituent sont ici. Donc, Céline vous les présentera tout à l'heure plus en détail. Et finalement, dernière valeur importante, c'est les valeurs de coordonnées. Ce ne sont pas des latitudes et des longitudes, c'est un autre système qu'on appelle système Lambert, dont Céline vous parlera aussi un petit peu. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Et donc, ce document était en partie repris sur le portail Open Data. Pas tout le document, mais pour ce qui nous intéressait, donc c'était la zone du pays de Brest, qui relevait directement des informations typiques dont on peut avoir besoin sur un portail dédié à une ville. Donc, quand on le voit ici sur la page d'accueil, c'est un des portails les plus récents, donc il est disponible tout de suite. Mais sinon, après, on peut le retrouver à partir de la thématique ou de mots-clés, donc qualité de l'air, par exemple. Donc, quand on l'ouvre, on voit tout de suite les métadonnées importantes. Donc, la source Airbreeze, qui est créditée forcément, les identifiants, les tags tels qu'on les retrouve sur le portail, le niveau de mise à jour, parce que certains documents sont mis à jour de façon automatique et d'autres sont manuels, d'autres ne sont pas mis à jour parce que les sources ne les ont pas eux-mêmes mises à jour. On a après des ressources pour les obtenir sur différents affichages. Et finalement, le modèle des données, entre détails importants, le modèle des données, donc, qui va montrer typiquement un identifiant, le nom, donc ici est le même mais qui peut être différent, une donnée typique et puis le format. Donc, quand on va aussi sur les autres analyses ici, on a le téléchargement, donc à différents formats, CSV, Excel, une API, et puis ici, on a une visualisation directe des données, sans avoir à les télécharger tout de suite. Donc, comme on peut voir dans la colonne LibZone ici, ce sont uniquement de Brest Métropole, mais sinon, c'est le même document. Donc, qui peut être investigué, trié. Donc, par exemple, ici, j'ai mis que les valeurs moyennes qu'on peut avoir. Ou sinon, on peut chercher ses propres mots-clés dedans, parmi les filtres. Donc, c'est un outil assez puissant qui peut être utile pour la visualisation. Et sinon, on a effectivement les deux ressources pour pouvoir les utiliser dans des travaux hors ligne. Il y a aussi finalement une analyse de visualisation directe. Donc, ouais. Donc, qui permet d'afficher les différentes caractéristiques suivant un certain temps.
Donc, une fois qu'on l'a téléchargé, on peut l'obtenir et le traiter à travers les outils Python. Donc, Céline va vous parler. Alors, je vais peut-être partager mon écran. Ok, si tu veux. Tu mets en diaporama? Oui. Alors, donc, voici la visualisation donc, du data frame sur la qualité de l'air. Donc, ce data frame a été obtenu à partir d'un fichier CSV donc, qui a été récupéré sur le portail. Et donc, on a utilisé les bibliothèques Panda de Python donc, pour l'obtenir. Donc, on retrouve ici un certain nombre de variables et d'indicateurs, dont les indicateurs chimiques. Alors, comment se présente ce fichier? Donc, nous avons ici 2547 lignes et 15 colonnes. C'est un fichier qui n'a pas de valeur manquante et il est composé de 7 variables numériques et de 8 variables catégorielles, donc non numériques. Donc, nous, les variables qui vont vraiment nous intéresser, ce sont la variable valeur, qui correspond en fait à la valeur de l'indice de la qualité de l'air, qui est un entier compris entre 1 et 10, ou nul, donc si absent. Et il va être directement rattaché à la variable qualif. Donc, c'est un indice donc, qui qualifie en fait l'état de l'air en fonction de 5 classes, bon, moyen, médiocre, mauvais, très bon. Et donc, on va associer donc, cette variable qualif donc, à la variable numérique valeur précisée donc, ici. On a également la variable couleur qui correspond donc à un code hexadécimal, donc qui est associé à la valeur de l'indice de la qualité de l'air et donc qui va du bleu pour une qualité de l'air bonne au magenta pour une qualité de l'air extrêmement mauvaise. On a également la variable libzone, donc qui correspond à la zone géographique. Ici, nous avons 7 agglomérations, donc à savoir Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Rennes, Saint-Malo et Saint-Brieuc. On a également la variable géom qui correspond donc à la géolocalisation de l'agglomération que l'on souhaite étudier et donc qui est exprimée en Lambert 93. Pour les variables numériques et plus précisément les indicateurs chimiques, donc c'est pareil, ce sont des variables qui sont des entiers qui vont de 1 à 10 et ou nuls s'ils ne sont pas calculés ou relevés. Et nous avons donc le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, mais ici dans le cas de notre étude n'a pas été relevé, l'ozone, les particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres et les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Donc, on a ici la matrice de corrélation entre nos variables. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu la corrélation qui peut exister entre notre variable valeur et les autres variables d'indicateurs chimiques. Et là, on constate donc qu'on a une assez forte corrélation entre la variable valeur de qualité de l'air et l'indicateur d'ozone. On a également une corrélation qui est assez importante de l'ordre de 0,62 entre la variable de la qualité de l'air et l'indicateur de particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres. En ce qui concerne les autres variables, on a une corrélation qui n'est pas vraiment significative et même proche de 0. Donc, ce qu'on va faire par rapport à notre data frame, c'est qu'on va faire un certain nombre de traitements au niveau de nos données, notamment au niveau de la variable date, puisqu'elle est exprimée également en heures et en secondes, et là, ça ne va pas nous intéresser dans le cadre de notre étude, donc on va la formater. Et puis, on va retirer toutes les variables qui sont inutiles comme notamment les ID, les identifiants. Donc là, nous avons ici sur ce graphique la répartition de la qualité de l'air sur l'année 2020, puisque notre étude porte sur l'année 2020 et l'année en cours. Et donc là, on a voilà, un ensemble. Et donc, on voit bien que globalement, sur l'année 2020, la qualité de l'air en Bretagne a été bonne. Nous avons également donc établi l'évolution de la qualité de l'air sur les différentes agglomérations. Donc, nous avons retranscrit 7 graphiques qui correspondent à chaque agglomération. Donc, ici, dans le cadre de notre présentation, on n'a mis que 3 graphiques, sachant que la tendance et l'évolution est la même sur toutes les agglomérations en Bretagne. Donc là, nous avons ici Saint-Brieuc, Brest, et puis également, nous avons représenté Saint-Malo.
Donc, on voit que sur la période du premier confinement, on voit un pic situé fin mars, début avril et qui correspond bien à la première période de confinement. Ceci sur toutes les agglomérations. On a une dégradation qui est moins marquée sur la deuxième période de confinement, certainement due au fait qu'il y a eu moins de restrictions. Alors, comment s'explique cette dégradation de la qualité de l'air en Bretagne? Eh bien, nous allons nous intéresser plus particulièrement justement à la corrélation qui peut exister entre nos variables et notamment le taux d'ozone et les particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc, nous avons ici l'évolution de ces trois indicateurs, le taux d'ozone, le dioxyde d'azote et les particules fines. Alors, on voit qu'il y a une diminution du taux d'ozone sur la première période du confinement et qui peut s'expliquer par une limitation de la circulation routière. Donc, ça va entraîner évidemment une diminution de cet indicateur chimique-là. Par contre, on observe bien sur la première période du confinement un pic, que ce soit au niveau des particules fines, comme du taux d'ozone. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. Pour la courbe bleue, il s'agit du dioxyde d'azote. Et donc là, nous avons ici les particules fines en vert et en orange, donc le taux d'ozone. Et on observe bien un pic sur cette première période, alors qui peut s'expliquer par les conditions climatiques durant cette période, sachant qu'on a des températures qui sont très fraîches le matin et assez élevées l'après-midi, donc ce qui va entraîner en fait un couvercle au niveau de l'atmosphère et qui va donc maintenir les particules fines, notamment au sol, donc ce qui va engendrer une pollution importante. Il y a également tout ce qui est lié aux activités agricoles, et notamment on est dans une période d'épandage intense, donc ce qui va entraîner une pollution supplémentaire. Et puis le fait également que les personnes soient confinées vont peut-être avoir plus tendance à se chauffer au bois, et donc ce qui va engendrer effectivement une pollution plus importante durant cette période-là. En ce qui concerne la deuxième période de confinement, donc là, c'est vrai que l'évolution et les choses sont beaucoup moins marquées. Alors maintenant, pour établir notre cartographie, nous allons nous intéresser à la variable Géom, qui est donc exprimée en Lambert 93, et nous allons la décomposer en deux colonnes pour pouvoir récupérer la longitude et la latitude, pour pouvoir ensuite exploiter ces données pour pouvoir établir notre cartographie. Donc là, ici, nous avons représenté chaque agglomération, sachant que chaque point correspond à la valeur moyenne de la qualité de l'air sur chacune des zones. Et donc, ces points sont localisés en fonction de leur latitude et la longitude. Et puis, nous avons également exprimé sur le côté l'indice de qualité de l'air, qui est représenté par une couleur, et donc on a bien le taux différent suivant les agglomérations. Donc ensuite, pour établir notre cartographie, il suffit de placer nos points sur une carte de Bretagne. Et donc là, nous avons ici l'indice de pollution avant la première période de confinement. Donc cette période allant du 1er janvier au 16 mars 2020. Et sur la deuxième carte, qui correspond à la période de confinement. Et donc, on voit bien une dégradation de la qualité de l'air sur chacune des agglomérations. Donc, en conclusion, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on aurait tendance à dire que le confinement aurait pu avoir un impact positif sur la qualité de l'air en Bretagne en 2020, notamment dû au fait qu'il y a eu une baisse du taux de dioxyde d'azote, liée à une réduction importante de la circulation routière. Mais non, il y a eu une dégradation, et cette dégradation est vraiment accentuée par les conditions climatiques à cette période de l'année. Également par les activités liées à l'agriculture et notamment les épandages, et puis au chauffage au bois des particuliers, ce qui a entraîné un pic de pollution durant cette période-là. Donc voilà, je tenais également à préciser que pour cette étude, il n'y a pas de modèle IA derrière.
Mais voilà, tout simplement à partir d'un fichier CSV et un petit peu de code Python, on arrive à dégager voilà, des statistiques de base et puis avoir tout de suite des graphiques pour pouvoir expliquer certains phénomènes, certaines tendances et puis certains points atypiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, bah, merci pour cette présentation qui était riche en informations. Oui, il y avait pas mal de trucs donc, à savoir au niveau de la dégradation de la qualité de l'air. Donc là, je rappelle que voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous avez des questions. Donc là, on peut les voir et par la suite, on peut vous répondre. C'est juste pour les gens qui se posent des questions. Donc par la suite, on va passer au deuxième projet. Donc c'est avec Julien Furiga, donc sur la détection du langage des signes. D'accord? Donc là, je laisse la parole à Julien. Est-ce que tu as activé ton micro? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Très bien. Okay. Merci, Youssef. Du coup, moi, je vais vous présenter un use case qu'on a étudié en cours, donc qui porte sur la détection et la classification du langage des signes. Donc, l'objectif du projet ici, on va le voir plus tard, mais c'est surtout de créer une petite application à travers laquelle une personne malentendante va pouvoir s'exprimer et pouvoir écrire une phrase compréhensible par quelqu'un qui ne signe pas forcément. Donc, dans l'ordre, on va faire déjà une petite présentation du projet, suivie d'une présentation de la bibliothèque MediaPipe, ensuite une petite explication sur la création du dataset, puis celle du modèle, enfin la création du programme global, et on va terminer avec une petite démonstration. Donc, les objectifs du projet. Donc, on va chercher à reconnaître la langue des signes. Donc, la langue des signes que l'on a choisi de détecter, ce sera les signes où chaque signe représente une lettre de l'alphabet. Donc, on va avoir ici 26 signes différents, un pour chaque lettre. Et ensuite, une fois que l'on aura reconnu quel signe a été fait, afficher à l'écran ce que la personne a signé. Donc, par exemple, on va pouvoir voir un exemple de ce que ça va donner. Ici, on me voit en train de signer la lettre A. Donc, pour réaliser ce projet-là, il y a une première bibliothèque qui va être importante et dont on va parler un peu plus en détail, c'est la bibliothèque MediaPipe. Donc, c'est une librairie Python qui permet le tracking de différents membres du corps humain. Donc, comme on peut le voir sur l'image juste ici, on va pouvoir traquer différents key points du corps humain et récupérer ces données. Donc, les key points qui vont être disponibles, là, ça va être les mains, les épaules, beaucoup sur le visage, sur le buste également, et on va pouvoir récupérer ça et les traiter ultérieurement. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les coordonnées récupérées pour les mains. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut récupérer ces différentes coordonnées en direct depuis une caméra. Donc, en utilisant notre caméra, on va être capable de récupérer ces coordonnées-là et de les traiter. Donc, une fois qu'on a compris comment on pouvait récupérer déjà des coordonnées, donc on a une première information qui vient de notre caméra vers notre ordinateur en récupérant ces coordonnées-là, on va pouvoir créer un dataset. Donc, ce dataset, de quoi est-ce qu'il sera constitué? Donc, d'images. Donc, on utilise la librairie OpenCV, qui est une librairie Python de traitement d'images. Et chaque apprenant de la promotion a fait plusieurs photos de lui en train de signer, chacun des 26 signes de l'alphabet, ce qui nous donne environ 1000 images. Donc, ces données-là, on récupère donc ici les photos brutes avec les apprenants en train de faire les signes. On va donc passer à l'étape de labellisation. Donc, on va parcourir chacune de ces images et récupérer les positions des 21 coordonnées des key points de la main droite. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher les coordonnées de ces key points de la main droite, comme on a vu précédemment, et les récupérer et les associer chacun à une classe. Ce qui nous donne ici un dataset. Donc, ce dataset, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a 794 colonnes. Donc 794, et pourquoi moins de 1000? C'est que certaines photos ne sont pas passées au traitement, ou bien certains avaient signé avec la main gauche, donc on ne récupère pas forcément les images. Et on voit également qu'on a
63, donc 63 colonnes. Pourquoi 63 et pas 21? Donc, on a vu qu'on récupérait 21 coordonnées, mais une coordonnée, c'est constitué de 3 coordonnées, donc X, Y et Z. Donc, 21 fois 3, on obtient bien 63 colonnes. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que chacune de ces lignes est associée à une classe. Donc, par exemple, ici, on voit que la première ligne, quelqu'un a signé la lettre F, on a récupéré les coordonnées et on l'a associé à la classe F, qui correspond à la lettre F. Donc maintenant, on a récupéré notre dataset, on l'a traité. Qu'est-ce qu'on en fait? On va pouvoir créer un modèle d'IA via un réseau de neurones. Qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Alors, c'est un algorithme qui est inspiré, comme on peut s'en douter, du cerveau, et qui nous sert à reproduire le fonctionnement à l'échelle informatique, pardon, d'un réseau de neurones. Donc, on va avoir plusieurs couches qui se succèdent et qui sont connectées entre elles. Donc, notamment une couche d'entrée, donc comme pour un cerveau. Donc, on va avoir les yeux qui vont faire l'entrée, le processing et une output, pardon, qui va pouvoir nous dire, qui va pouvoir analyser, nous ressortir l'information que l'on souhaite. Donc, on va pouvoir, en lui passant des inputs, donc le dataset qu'on a créé précédemment, le faire passer à travers ces différentes couches, faire travailler ces couches et pour ressortir une output, donc la classe ici, donc pour pouvoir avoir la classe d'une image tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé donc TensorFlow, donc en créant, comme on l'a vu précédemment, un réseau de neurones qui sera constitué d'une couche d'entrée de 63 neurones, donc pour les 63 colonnes de notre dataset. D'ensuite, une couche cachée, fully connected, de plusieurs couches denses, donc 50, 40 et 30, qui ont été choisies non pas aléatoirement, mais en itérant sur plusieurs essais. Et une couche de sortie, donc, qui sera constituée de 26 neurones, chaque neurone constituant en résumé à une classe. Et donc, on va pouvoir avoir la classe à laquelle appartient l'image. Donc, une fois qu'on procède à l'apprentissage, on a des résultats. Donc, les résultats, comment est-ce qu'on peut les traiter de manière visuelle? On va utiliser une matrice de confusion. Cette matrice de confusion, comment est-ce qu'on l'a? On a des données de test que l'on va passer dans notre modèle et on va donc avoir des résultats. Ici, ce que l'on voit, c'est que la diagonale correspond au nombre de lettres qui ont été traitées correctement. Donc ici, par exemple, sur la ligne A, qu'on peut voir juste ici, on voit que 5 images ont été traitées correctement et ont répondu, et l'algorithme a compris que c'était un A. Une fois, il l'a classifié en L et 3 fois en R. Et ce qui nous donne au total une précision d'environ 60%. 60%, on pourrait se dire que ce n'est pas terrible, seulement c'est largement suffisant pour la manière de procéder que l'on va voir juste après. Donc, une fois qu'on a notre modèle, on va pouvoir passer à la création du programme. Alors, celui-ci se découpe en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est la détection des key points. Donc, on allume la caméra, on capte une image. Chaque image va être traitée. La première étape, on détecte les key points via MediaByte dans cette image. Ensuite, on la passe dans notre modèle qui va nous permettre de classifier le signe. Le signe qui a été classifié sera affiché à l'utilisateur, donc pour chaque image. Ensuite, l'affichage de la phrase complète. Ici, c'est la partie où on va un petit peu travailler sur notre algorithme. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire pour être sûr que l'utilisateur a bien voulu signer ce signe-là, vu qu'on n'a que 60% de précision. Donc, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'un signe aura été détecté dans 10 images de suite, on va dire bah, c'est certainement ce signe-là qui a voulu être dit. On va ensuite stocker ce signe-là dans une phrase que l'on va pouvoir afficher, comme on va le voir juste après. On a également récupéré, comme on va le voir après, les coordonnées de la main gauche, qui va nous permettre de passer sur l'écran de notre doigt à des endroits pour pouvoir faire des espaces et des suppressions. Donc, on va pouvoir voir la petite démonstration.
Donc ici, on voit les espaces, donc à droite sur l'écran, mais à gauche de l'utilisateur. Et donc, on voit les lettres qui s'affichent au fur et à mesure. On va voir, on fait un espace. Là, par exemple, on voit il capte O et D, il hésite un petit peu, mais la lettre D a été captée 10 fois, donc on considère que c'est celle-ci qu'on a voulu afficher. Donc pareil pour la lettre Y et la lettre S, qui est très proche de A, donc qui est confondue. Et donc on voit ici, il a capté 10 fois la lettre S, on l'ajoute à notre liste, et donc on peut le voir affiché à l'écran juste ici. On voit le S qui s'affiche. Et donc voici pour la démonstration. Et hop. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Julien pour cette présentation qui était sympa, belle à voir avec la démo. Merci. Du coup, est-ce que vous avez des questions vous pouvez les poser sur le chat. Si vous avez Il y en a une, je crois. Oui, là, j'ai une question. Oui. Ici, pas de couche de drop-out ou bien drop-off Ça doit sans doute être drop-out. Drop-out, ouais. Mais non, là, du coup, pas de couche de drop-out. On n'avait pas de problème de surapprentissage, donc on n'a pas eu nécessité d'en rajouter dans les couches. Étant donné qu'on n'a que 60% d'accuracy et qu'on n'a aucun problème de surapprentissage là-dessus, on n'a pas eu de nécessité d'en rajouter. Oui, tout à fait. D'autres questions? Ouais. Je vois une question oui. dans le QR. Dans QR, ah d'accord. Donc, Avez-vous choisi vos projets où ils étaient imposés? Non, du coup, ils étaient imposés par Youssef. Ouais, bon. Là, il y a une petite question. Pensez-vous que les performances peuvent encore être améliorées en changeant la forme de couche hidden? Alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir améliorer les performances, mais pas forcément en changeant la forme du neurone, mais en changeant le dataset de base. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des apprenants qui ont fait les signes, mais on n'a pas une variété qui est extrêmement grande et on pourrait en rajouter. Là, par exemple, on voit qu'on a traité 900 images pour 26 classes, ce n'est pas énorme. Donc, ce qu'on aurait pu très bien faire, c'est faire beaucoup plus d'images pour faire augmenter l'accuracy. Et en changeant la forme du couche hidden, pour l'instant, là, c'est le meilleur résultat qu'on ait trouvé en faisant nos recherches et en itérant. Mais effectivement, il y en a peut-être un sur lequel on n'est pas passé qui aura des meilleurs résultats. Mais il faut savoir à un moment, entre guillemets, s'arrêter au résultat qui nous satisfait. On voit sur la démonstration qu'on a quand même quelque chose d'utilisable, un modèle qu'on a réussi à utiliser, même si derrière l'IA n'est pas si performante, entre guillemets 60%, on pourrait se dire que c'est presque mauvais, on arrive quand même à en tirer quelque chose avec l'intelligence humaine qui passe par-dessus l'algorithme d'IA. Ok. Moi, j'ai une petite question à Arnaud, donc je pense qu'il va nous laisser tout à l'heure. Donc là, pour le projet du portail Open Data, il n'y a pas de l'IA derrière qui permet de collecter ce genre d'infos ou bien ce genre de données, c'est ça? C'est juste pour avoir plus d'explications. Non, il n'y a pas d'IA en effet, mais tout le monde aura compris que nous sommes partenaires de l'école et du projet de l'école, et Baptiste est notre apprenti porté conjointement avec l'agence d'urbanisme locale à 2 pas. Et donc notre ambition, c'est effectivement de profiter des compétences des apprentis pour explorer des cas d'usage, soit qui sont découverts par l'apprenti lui-même de type d'exploitation, donc suscités par exemple par les travaux que vous menez, que tu inities, Youssef, mais aussi suscités par des besoins réels des politiques publiques et qui aujourd'hui se heurtent à des limites
d'éclairage et pour lesquels l'IA peut être d'un grand secours. Alors, je peux donner un exemple autour du téléphérique. Tout le monde a entendu parler du téléphérique à Brest et on cherche à développer des logiques de maintenance préventive. Comprendre comment finalement les pannes qui sont survenues sont dues à des critères atmosphériques, mécaniques, structurels, etc. Et donc pour ça, on essaye de collecter un grand nombre de données et de développer des modèles prédictifs sur ces données. Un autre exemple, et un dernier exemple, on va basculer l'ensemble de notre parc roulant sur de l'électricité, les bus notamment. Et on l'a perdu. Est-ce que c'est juste pour moi ou bien c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Okay. De charge électrique. Arnaud, il y avait une petite coupure. Ah, pardon. Ouais, je termine mon exemple sur un deuxième exemple de cas d'usage, d'application. C'est sur les modèles de recharge des bus électriques, puisqu'on est obligé de convertir tout notre parc roulant du diesel vers l'électrique. Et aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur la bonne approche de la recharge des batteries. Et donc, on cherche à développer des modèles prédictifs et explicatifs sur les meilleurs méthodos de charge des batteries des bus de bibus que vous utilisez tous les jours. Donc, un grand potentiel d'usage, d'utilisation des techniques IA prédictives, modèles prédictifs, pour éclairer les politiques publiques et les services aux habitants. D'accord. Merci pour cette explication. Donc, il y a d'autres questions pour les autres? Hop, j'ai perdu la fenêtre. Oui. Non, du coup, s'il n'y a pas de questions, donc là, je vous remercie tous pour votre présence et pour votre intervention. D'accord? Je vous laisse. Donc là, juste pour un petit rappel, donc il y aura une conférence à 15h30 sur l'IA et la mer, donc sur YouTube, je pense, dans le programme. Donc, si vous voulez y assister, ça peut être intéressant. Donc, merci à tous. Bon après-midi pour tout le monde. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.